Dès le début, notre plateforme a considéré que l'activation du comportement de recherche d'emploi, c'était en fait une chasse aux chômeurs. Ça n'était pas votre cas. Non, nous avons été clairement engagés sur un profil psychosocial. Et nous avons été encouragés justement à développer des réflexes, une manière de travailler qui était vraiment dans ce sens-là, dans le sens d'un accompagnement des chômeurs. Ensuite, quand vous avez rencontré, après cette formation, vous avez commencé à rencontrer les chômeurs, à quelle réalité sociale avez-vous été confronté ? Je dirais qu'on était déjà, par nos antécédents respectifs, par notre profil, on s'attendait à découvrir la réalité de gens qui sont dans une situation précarisée. À certains moments, on a encore découvert d'autres choses, des problématiques beaucoup plus lourdes qui ne sont pas nécessairement en rapport avec l'emploi, mais qui influencent la position de la personne dans la vie de tous les jours. Et donc l'emploi n'est que une des facettes de cette problématique. Et par rapport à toutes ces difficultés, aussi bien les difficultés qui entourent la recherche de l'emploi que pour la recherche de l'emploi elle-même, en quoi est-ce que les entretiens de l'ONEM par les facilitateurs peuvent ou ont pu aider les chômeurs, à votre avis ? On a rencontré des gens pour qui c'était la première fois qu'ils rencontraient d'une manière professionnelle quelqu'un qui leur parlait de leur recherche d'emploi. Parfois même quelqu'un où ils pouvaient déposer des difficultés de la vie de tous les jours. Et donc, on se rend compte que par rapport à ça, on a d'une certaine manière comblé une lacune. Ensuite, le chômeur, 4 mois après, le chômeur qui s'est vu imposer un contrat, il revient 4 mois après, et là on va évaluer la manière dont il a rempli ce contrat. Comment ça se passe à ce moment-là ? Eh bien, en fait, au départ, on pouvait avoir une évaluation, je dirais, objective du contrat, et que ça reste un contrat, c'est-à-dire que les deux parties puissent exprimer leurs difficultés par rapport à la réalisation du contrat. C'est-à-dire qu'on pouvait estimer que l'une ou l'autre action n'avait pas été bien comprise ou était complètement à côté de la plaque, et donc on avait un pouvoir d'appréciation par rapport à ça. Très rapidement. Donc ça dépend très fort d'un facilitateur à l'autre à ce moment-là. Oui, et on sait très bien que même déjà pour la réalisation des contrats, il y a des différences. Mais donc, ce que je disais, c'est que très rapidement, on a au contraire, je dirais, c'est le problème qui se pose maintenant, et qui est un problème qui est très mal vécu par les facilitateurs. On a l'imposition de respecter intégralement le contrat, même si le contrat est discriminatoire ou bien comporte des actions qui ne sont pas à la portée de la personne. C'est-à-dire que lors du deuxième entretien, si vous vous rendez compte qu'une action qui a été demandée lors du premier entretien, dans les faits, n'était pas vraiment réalisable, vous n'avez pas de marge d'appréciation par rapport à ça ? Non, pas du tout, et on sent très fort, de plus en plus, une pression par rapport à ça, qui est vraiment une pression qui peut vraiment faire dire que la chasse aux chômeurs est maintenant ouverte. On a changé les instructions qu'on vous a données finalement. Oui, tout à fait. On se rend compte que, en fait, on est occupé à devoir suivre la Flandre, ce qui n'est pas une critique par rapport aux Flamands. Je pense qu'il faut quand même admettre dans ce pays que culturellement, l'approche d'un problème va être simplement différente. Et on sait très bien que nos collègues flamands, qu'ils soient du VDAB ou bien du RVA, donc l'ONEM en Flandre, ont une appréciation qui est, je dirais, plus dure que celle des francophones. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Il me semble qu'on court après les chiffres des Flamands. Donc en fait, est-ce que ça veut dire qu'on vous demande explicitement d'être plus sévère, d'être plus dur par rapport à l'évaluation ? Oui, donc le fait de devoir respecter intégralement le contrat et de ne pas pouvoir soi-même, sur un contrat qu'on a soi-même rédigé, ou bien un contrat d'un autre facilitateur qu'on contrôle, on n'a plus la latitude de dire
non, cette action n'était pas réalisable, cette action n'a pas aidé la personne, et donc j'ai la possibilité de la laisser tomber. Non, je dois intégralement respecter ce contrat, et c'est même au point de compter les preuves qui sont amenées. Donc parce que on sait que c'est très difficile pour un chômeur d'apporter des preuves, des efforts de recherche qu'il a fait, mais donc l'ONEM avait dit ne vous en faites pas parce que les déclarations sur l'honneur sont acceptées. Donc ça reste. Les déclarations sur l'honneur sont acceptées. Maintenant, les gens, après leur premier entretien, captent l'information selon laquelle il faut ramener le nombre d'actions qui ont été demandées. Donc, s'il faut 10 présentations spontanées, on va ramener 10 cachets de magasins, ce qui est très mal vu. Et par exemple, il y a directement la réaction du secteur des intérims, où soit on se fait jeter, soit il faut même payer pour avoir une attestation de présentation à l'intérim. En fait, on peut dire que non seulement la chasse aux chômeurs est ouverte, mais la chasse au cachet aussi. Donc finalement, si je vous comprends bien, le fait de devoir à tout prix chercher des preuves des efforts qu'on fait, ça n'aide pas à retrouver du travail. Je pense que c'est néfaste parce que c'est une perversion du système. Il y a des gens qui se débrouillent très bien, il y en a d'autres qui vont juste faire ce qu'on leur demande. Ceux qui peuvent s'en sortir, qui avaient été peut-être un peu découragés, et c'est normal quand on fait des efforts, on voit qu'il n'y a rien qui arrive, ceux-là vont s'en sortir, et ceux qui restent, je dirais, sur le carreau, ce sont les gens qui, de toute façon, avaient une compréhension très faible, ce sont les plus lents, ce sont les plus précarisés, les femmes chefs de famille monoparentale. C'est vrai que les femmes qui vivent seules avec des enfants se retrouvent actuellement très fort dans le collimateur de l'activation du comportement de recherche. Quand vous avez une femme seule avec un enfant, qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme action à faire ? Les jeunes chômeuses vont faire le tour des crèches et demander des attestations dans les crèches, et je dirais, on va les enfoncer dans une spirale négative, puisqu'il est très clair que les crèches vont premièrement dire simplement on n'a pas de place, ce que tout le monde sait, il me semble, et en plus on va les jeter aussi, parce que le boulot des crèches, ce n'est pas non plus comme le boulot des boîtes d'intérim, de délivrer des attestations comme quoi on s'est bien présenté pour recevoir une réponse négative. Et vous avez une idée de la manière dont c'est vécu par les chômeurs qui viennent vous revoir au deuxième entretien ? On pousse finalement les gens à faire un peu n'importe quoi, tant qu'ils vont ramener ce qu'on leur demande, mais ça n'améliore pas leur situation par rapport à l'emploi, et je dirais ça induit, je pense, une plus grande agressivité de la part des employeurs potentiels par rapport aux chômeurs. Ça, c'est le retour qu'on a actuellement. Lorsqu'il y a une possibilité dans un avenir plus ou moins proche de décrocher un emploi chez cet employeur, on casse la relation, parce que l'employeur va se dire mais cette personne ne vient pas chercher un boulot, même si elle est très intéressante, elle vient pour que je lui délivre une attestation. Et donc les gens, je pense qu'on les voit arriver de loin en disant vous venez pour l'ONEM, sortez de mon magasin. Est-ce que par rapport au deuxième entretien, est-ce qu'on vous a dit ce qui allait arriver aux personnes qui, en cas d'évaluation négative, seraient sanctionnées ? Je ne pensais pas qu'on allait devoir systématiquement passer par la sanction. C'était l'accompagnement qui était mis en avant. Or, maintenant, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un gros malaise parmi nous, c'est que maintenant c'est la sanction qui est mise en avant, et ce n'est que maintenant qu'on a un discours du genre mais si les gens ne cherchent pas réellement un emploi, ils n'ont qu'à aller au CPS. Est-ce qu'il y a une différence entre les chômeurs qui sont accompagnés par leur accompagnateur syndical ou bien ceux qui viennent tout seuls ?
Oui, tout à fait. Donc l'accompagnateur syndical, non seulement va pouvoir vérifier si on travaille bien, ce qui était, je pense, la philosophie du système, mais peut proposer, avant l'entretien, de mettre un peu en ordre, de structurer ce que la personne apporte, soit comme preuve, soit comme déclaration, et surtout, ils ont un gros boulot de ce côté-là, peuvent assurer un suivi et des conseils par rapport aux gens qui viennent en entretien. Et les parents pauvres, ce sont ceux de la CAPAC qui n'ont pas cette possibilité-là. Et si ça tourne mal, justement, s'il y a des sanctions, des suspensions suite au deuxième entretien, ben, ils ne peuvent pas demander à leur syndicat, l'organisme de paiement, de pouvoir assurer une défense en justice. Alors finalement, donc vous m'expliquez qu'au départ, vous avez voulu vraiment donner des actions à faire qui avaient pour vous un sens. Est-ce que vous considérez que les actions que vous devez donner à faire aux chômeurs ont encore un sens, ou en tout cas le même sens à présent? Non, malheureusement non. Et donc, dans la même logique, est-ce que vous avez été engagé pour un boulot avec... on vous a engagé sur votre profil social, sur votre fibre sociale, que vous avez essayé de mettre en œuvre. Est-ce que vous considérez que c'est encore possible aujourd'hui? Non, d'ailleurs, il y a un gros malaise parmi tous les facilitateurs. On a des infos qui viennent un peu de partout par rapport aux relations qu'on peut avoir un peu dans tout le pays. Et il y a un très gros malaise parce que justement, nous avons été engagés sur une fibre psychosociale et on ne peut plus, étant donné la pression qui nous est mise donc de devoir faire un certain nombre d'entretiens, on ne peut plus prendre la personne qu'on reçoit en entretien d'une manière humaine et globale, et on se retrouve plutôt dans un système où on fait de l'abattage et où on reçoit des conseils, évidemment, qui seront toujours non écrits, mais des conseils d'être très stricts, et les statistiques sont effectuées principalement sur le nombre de sanctions, et c'est sur ce seul chiffre, je dirais, que actuellement on reçoit des instructions, et les instructions ne vont pas dans le bon sens, justement, pour un véritable accompagnement. Aujourd'hui, vous avez accepté de faire ce témoignage, mais vous le faites de manière anonyme. Pourquoi? L'ONEM ne contrôle pas seulement, je dirais, les chômeurs, contrôle aussi son personnel.